Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle semaine qui débute sur TV Fil 78. Nous sommes le lundi 22 septembre. Dans votre journal d'information locale ce soir, la Manif pour tous qui refait parler d'elle. Les opposants au mariage homosexuel organisent une conférence débat au Chênay à 20h30 pour évoquer la théorie du genre à l'école. Dimanche 5 octobre, mobilisation contre la GPA qui se déroulera notamment à Paris. Invité Ludovine de la Rochère, la présidente nationale du mouvement. Nicolas Sarkozy revient en politique, il vise la présidence de l'UMP et pourquoi pas 2017. Son retour divise jusque dans sa famille politique. Parmi sa nouvelle garde rapprochée se trouve en tout cas Aurore Berger, responsable de l'opposition au conseil municipal de Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines donc. Et puis à Elancourt, les opposants au projet d'une piste de ski couverte profitent des journées du patrimoine pour mobiliser. Ils étaient ce week-end au sommet de la colline d'Elancourt. Prévention routière pour débuter, la Massif organise en partenariat avec la police nationale 2 journées de mobilisation à l'attention des deux roues. Les agents étaient présents toute la journée. Ils seront là aussi demain devant l'espace Saint-Quentin à Guyancourt. Les usagers pourront s'informer des règles de sécurité adoptées sur la route. Ils pourront aussi échanger sur leur équipement et l'entretien de leur véhicule. Nous avons convié nos sociétaires à venir présenter leur moto de façon à avoir les 10 points essentiels qui peuvent faire défaut sur une moto, genre tension de chaîne, disque de frein, plaquettes, etc. Et leur donner des conseils sur, naturellement, l'équipement du motard qui est, à notre avis, indispensable. Ça peut toucher une population qui ne sait pas encore qu'il faut les protéger, c'est-à-dire au moins avec un minimum d'équipement. Ils ont pour l'événement un panneau qui est très bien fait, qui rappelle justement quels sont les organes à entretenir sur une moto aussi. C'est important de bien être équipé, même quand on fait 10 km pour aller au travail, pour justement un petit peu endiguer et surtout se protéger par rapport à un accident éventuel. Avec les pompiers, quand on intervient sur des accidents de la route, malheureusement les motards en font les frais et c'est souvent des accidents très graves. Propos recueillis par William, l'invité du journal Ludovine de la Rochère. Bonsoir. Vous êtes la présidente nationale de la Manif pour tous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, brièvement, vous avez été enseignante, vous êtes catholique, vous avez de fortes convictions, mais pour autant pas de militantisme à proprement parler. Été 2013, vous devenez donc la présidente de la Manif pour tous avec le départ ou l'éviction, c'est selon les versions de Frigide Barjot. Aujourd'hui, vous en êtes toute cette transition? Alors je précise que d'abord j'ai fondé la Manif pour tous avec Frigide Barjot et Albéric Dumont et j'en ai été la présidente à partir de janvier 2013. Aujourd'hui, vous en êtes la présidente, mais il y avait Frigide Bardot auparavant. Alors, Frigide, sur mon rapport avec elle aujourd'hui, comment écoutez, ça se passe? Frigide a créé un autre mouvement qui s'appelle l'Avenir pour tous, et pour autant, elle fait toujours partie de l'association de la Manif pour tous, donc elle est venue à la dernière Assemblée Générale et nous avons échangé sur nos sujets. Donc tout se passe bien entre vous? Écoutez, ça se passe normalement. Alors j'aimerais qu'elle soit moins critique dans ses propos publics à l'égard de la Manif pour tous, mais ça va s'apaiser. En tout cas, c'est bien vous donc qui tiendrez ce soir au Chênay une conférence débat à partir de 20h30. C'est à l'ancienne mairie. Le thème, la théorie du genre à l'école, mythe ou réalité. On va y venir forcément. Mais tout d'abord, concernant le mariage pour tous, votre réaction aux déclarations de Nicolas Sarkozy hier sur France 2. Il n'a pas dit clairement s'il abrogerait ou non cette loi du mariage pour tous. En tout cas, il a dit qu'il n'opposerait pas les familles aux homosexuels ni les homosexuels aux familles. Qu'en avez-vous pensé? Alors, pour reprendre cette dernière phrase, j'ai été très mal à l'aise avec cette phrase parce que dans les familles et dans nos rangs et dans nos porte-paroles, il y avait et il y a toujours des personnes homosexuelles. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est pour le mariage entre personnes de même sexe. Ça, c'est un premier point. Bon, mais par ailleurs, que ce sujet soit évoqué dans cet entretien, qui était un entretien important, très important, avec des enjeux présents et d'avenir, évidemment est très significatif de ce que le sujet continue à faire débat, continue à diviser les Français, du fait de M. Hollande, qui n'a pas voulu les entendre. Et c'est bien un enjeu aujourd'hui, comme ça le sera, donc aujourd'hui, là en l'occurrence pour la présidence de l'UMP, comme ça le sera très clairement en 2017. Ceci dit, la présidentielle 2017, on a encore un petit peu de temps à attendre avant. Et puis les candidats, il faudra bien évidemment attendre de voir qui sera déclaré ou non, Nicolas Sarkozy ou pas d'ailleurs. Mais vous pensez qu'un nouveau président en 2017 pourrait faire marche in arrière, revenir sur cette loi? Si vous voulez, c'est ce que nous avons toujours dit. Le mariage, c'est une institution qui est reconnue par la loi parce que c'est pour s'aimer. Mais ça ne regarde pas l'État, ça regarde les personnes elles-mêmes. Et c'est pour fonder une famille. Et donc, la loi est là. Et d'ailleurs, l'essentiel de ce que lit un maire au moment de la célébration d'un mariage concerne les enfants. La finalité du mariage, c'est celle-ci, même si, malheureusement, parfois, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants.
Deux personnes de même sexe ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Elles doivent avoir recours à un donneur, elles doivent avoir recours à un médecin, un intervenant, un technicien. À l'adoption, Alors, s'ils le souhaitent. on évoquera l'adoption ensuite. Mais autrement dit, le mariage ne convient pas aux personnes, aux couples de même sexe. Et c'est pour cela que la raison reste, que le sujet, reste bien d'actualité. Tout le monde s'interroge encore sur cette question-là, et cela se poursuivra très certainement. Nous pensons, puisque bien sûr le mariage, c'est donc la filiation, cela veut dire qu'avec le mariage entre personnes de même sexe, viennent déjà concrètement la PMA pour les couples de femmes et la gestation pour autrui, qui sont des pratiques qui privent l'enfant de père ou de mère. Donc le mariage, si je suis votre raisonnement, la finalité, c'est uniquement pour une finalité, pour avoir des enfants. Le mariage, dans la dimension qui regarde l'État. Parce que si le les mariage, couples hétérosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants, si on suit cette logique, ils ne peuvent pas se marier non plus. non, bien sûr que non, parce que d'abord, quand on se marie, malheureusement, c'est ensuite qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Mais de toute façon, on est dans une perspective de vie commune, de vie ensemble, avec un projet, et en particulier ce projet de fonder une famille. C'est ce qui caractérise le mariage, même si on peut fonder une famille en dehors du mariage. Les sentiments qu'on a l'un à l'égard de l'autre quand on se marie, c'est pas ça qui intéresse l'officier d'état civil et c'est pas ça qui intéresse la loi. C'est pas la question. Les personnes homosexuelles vous répondront qu'elles veulent sceller leur union, signifier qu'elles s'aiment et qu'elles veulent vivre ensemble, qu'elles puissent ou non avoir des enfants, mais comme les personnes le hétérosexuelles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. mariage, et encore une fois, l'officier d'état civil, le maire, quand il célèbre un mariage, l'essentiel des articles du Code civil qu'il lit concerne les enfants à venir. Voilà. Or, il n'y a pas de filiation qui ne viennent pas d'un homme et d'une femme, de l'union d'un homme et d'une femme. Qu'ils s'aiment, c'est tout à fait entendable, légitime, etc. Bien sûr. Mais donc, mettons, en 2017, la loi est revue, la loi est abrogée. Les couples qui ont pu se marier pendant cette période, il ne peut pas y avoir rétroactivité, bien sûr que non. Humainement, ce serait impossible. Ça crée dans la société une situation un peu particulière, avec des personnes qui ont pu se marier, d'autres qui ne pourront plus. Moi, je vais vous parler des enfants. Et il y a eu des centaines d'adoptions depuis le vote de la loi Taubira, des centaines d'adoptions par des couples de 2 femmes d'enfants nés de PMA à l'étranger, et qu'on a donc définitivement privé de père. Moi, je crois que le plus grave, il est là. Ces enfants qu'on prive de père. Père et mère, c'est différent. Père et mère, on a besoin des deux. Et d'abord, pour naître, on a besoin d'un père et d'une mère. Et ensuite, et dans la suite, pour se construire, etc. Bien sûr, 2 femmes peuvent aimer beaucoup un enfant. Bien sûr. Elles peuvent être merveilleuses, elles peuvent être maternelles. Mais 2 femmes ne remplaceront jamais un père, et réciproquement. En relançant le débat aujourd'hui de telle manière, en l'alimentant encore jusqu'à même 2017 avec la prochaine présidentielle, vous n'avez pas peur de relancer aussi une vague d'homophobie? Parce qu'il y a eu des faits homophobes, il y a eu des violences contre les personnes homosexuelles pendant ces débats. Ça a cristallisé certaines violences, certaines tensions, que ce soit verbales, que ce soit physiques. Quel message vous appelez aujourd'hui à faire passer? 2 choses. D'abord, le clivage ne vient pas de la Manif pour tous, il vient du projet de M. Hollande. Il faut bien mettre les responsabilités là où elles se trouvent. On a entendu des propos, il y a eu des dérapages. Attendez, pour le moment, je parle du clivage dans la société française. Ensuite, la Manif pour tous a toujours condamné, sans cesse, sans relâche, tout propos homophobe, c'est-à-dire tout propos qui exprime un manque de respect et même d'amitié à l'égard d'une personne au motif de son orientation sexuelle. Ça, c'est une chose. Et je condamne toute forme d'homophobie. Ensuite, la LGBT, vous le savez bien, est un lobby ultra-minoritaire qui ne représente pas l'ensemble des personnes homosexuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on est opposé aux revendications du lobby LGBT, sur des revendications qui regardent toute la société française, qu'on peut être qualifié d'homophobe. Il y a une confusion. Non, bien sûr, et confusion qui nous empêche de nous exprimer. Une vague homophobe avec des propos qui n'étaient pas toujours très clairs. Il faudrait bien distinguer les choses, parce que si on qualifie d'homophobe le fait, et je l'ai bien vécu moi, s'opposer au mariage entre personnes de même sexe, dire c'est de l'homophobie, c'est faux. Et ça vise quoi? À nous empêcher de nous exprimer, alors que nous disons très simplement, un enfant né d'un homme et d'une femme, il a besoin d'un père et d'une mère. C'est quand même, j'allais dire, de bon sens. Alors, après qu'il y ait des propos qui manquent de respect, encore une fois, à l'égard d'une personne au motif qu'elle est homosexuelle, me choque profondément. Mais il ne faut pas faire d'amalgame
sur cette question qui est très importante. Vous allez vous exprimer en tout cas ce soir au Chesnay lors de la conférence débat. Au Chesnay, une ville où il ne devrait pas y avoir trop d'opposition. On se souvient que cette commune avait rassemblé, grâce à son maire, les différentes manifestations, mobilisations. Il y a eu une pétition aussi lors de la saisie du Conseil d'État. Au final, ce sera une discussion à sens unique ce soir. Alors, c'est une conférence, donc il y aura 3 intervenantes, une sexologue et puis une responsable du mouvement Vigigender, qui est un mouvement spécialiste de ces questions du genre à l'école. Ils ont un réseau de parents. Et puis moi-même qui interviendrai également. Mais je voudrais revenir sur la question de la loi Taubira. La PMA, aujourd'hui, est un sujet actuel. Ce n'est pas légalisation ou pas demain ou après-demain. Aujourd'hui, encore une fois, des centaines d'adoptions plénières ont été reconnues à des couples de femmes. La gestation pour autrui, elle est tolérée par le gouvernement actuel. Monsieur Hollande avait dit il y aura pas. François Hollande a dit qu'elle ne changerait pas durant son mandat. Dans les faits, elle n'est pas interdite. La circulaire Taubira permet d'avoir recours, facilite le recours à des mères porteuses à l'étranger. Alors, je voudrais quand même dire une chose très... Allez-y, on en viendra ensuite parce qu'on va être pris par le temps sur le thème de votre J'ai entendu les ministres, soir. vous avez raison, j'ai entendu les ministres, Mme Taubira, Mme Najat Vallaud-Belkacem, il y en a sans doute eu d'autres qui disent les enfants nés de GPA à l'étranger sont apatrides, je cite, anonymes, petits fantômes de la République. Mais c'est faux. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce qu'il fallait que la France les reconnaisse, ce qui n'était pas le cas. Mais ce n'est pas parce que la Cour européenne des droits de l'homme émet une condamnation que la France ne peut pas faire appel de cette condamnation. Parce que j'insiste, tous les enfants, comme vous, comme moi, nés de GPA ou pas, tous les enfants ont l'état civil et la nationalité de leur pays de naissance. Autrement dit, prendre pour prétexte de la circulaire Taubira que ces enfants seraient apatrides est soit de la compétence très grave, parce qu'elles en font un argument régulièrement, soit malhonnête. Non, le véritable enjeu de la circulaire Taubira, c'est d'inscrire une filiation, fausse en partie ou en totalité, dans l'état civil, et d'inscrire la filiation qui convient aux clients de la mère porteuse. Il faut dire les choses, et il faut débattre à partir de ce qui est réellement. Voilà. Le combat contre la GPA et de l'ampleur de ceux qui ont mené à l'abolition de l'esclavage ou de l'apartheid, ce sont vos propos rapportés par BFM et RMC, vous les maintenez? L'asservissement de la femme. Gardée. Mais attendez, la gestation pour autrui, les mères porteuses, c'est la location de l'utérus de la femme. C'est réduire la femme à son utérus et c'est ensuite payer pour avoir un enfant. C'est la marchandisation de l'enfant. C'est une forme de traite humaine. La bien GPA sûr. qui est interdite en France. Elle est pratiquée. Les citoyens français y ont recours et la circulaire Taubira le facilite. Il y a une hypocrisie majeure sur ce sujet. Vous parlez d'hypocrisie, ceci dit, dans les textes en France, ça n'existe pas, c'est interdit. La circulaire Taubira, je vous invite à lire la circulaire Taubira. Et d'ailleurs, toutes les agences de gestation pour autrui aujourd'hui sur les accessibles depuis la France, d'origine d'agences étrangères, mettent tout en avant la circulaire Taubira en disant « Regardez, c'est formidable, en France, il n'y a plus aucun problème. Prenez une mère porteuse et on va vous aider à trouver une mère porteuse. » PMA, GPA, mariage pour tous, il y a beaucoup de sujets, mais celui de ce soir, normalement sur votre conférence débat, même si sans doute on l'imagine, la conversation va glisser au fur et à mesure de la soirée, ce sera sur le genre à l'école. On va utiliser les dernières minutes, la théorie du genre à l'école, on va utiliser les dernières minutes de cet entretien pour en parler. Tout est parti de ce mécontentement contre l'ABCD de l'égalité, plan gouvernemental porté par Najat Vallaud-Belkacem pour lutter contre les stéréotypes filles-garçons à l'école, que vous accusez de purement et simplement nier les différences entre les sexes. On peut pourtant imaginer qu'à la base, on lutte contre l'inégalité homme-femme et que c'est plutôt positif. Bien sûr que c'est positif de lutter pour l'égalité, bien sûr. Le problème, c'est que quand on regarde les supports officiels de l'éducation nationale, ceux de l'ABCD de l'égalité et ce qui est annoncé pour le plan prétendument égalité, c'est pas de l'égalité, c'est simplement la volonté de considérer les élèves de manière absolument neutre, interchangeable, comme si garçon ou fille, ça n'a aucune importance, ça n'a pas de sens, pas d'impact, pas de conséquences. Eh bien, nous disons que les enfants sont égaux, garçons et filles sont égaux et différents. Et je peux vous donner des exemples très concrets de ces supports, de ces... lors de vos réunions, justement, c'est rapporté par France Télévisions, on peut retrouver l'article sur leur site internet, mais vous expliquez aux parents que certains enseignants parlent de masturbation, de prostitution. Non, ça c'est pas la Manif pour tous et ça n'est pas non plus notre association. Lors des réunions qui sont organisées par la Manif pour tous, c'est ce que rapporte France Télévisions. Alors, les journalistes pourraient y avoir assisté. Je n'ai jamais parlé de masturbation ou autre. Que les enseignants parleraient de ça aux Non, vous enfants. confondez, pardonnez-moi, avec un mouvement, avec un autre mouvement. Ça n'est pas la Manif pour tous et ça n'est pas non plus Vigigender. Vous êtes cité dans l'article. Eh bien, écoutez, vous allez me le montrer parce que l'article fait une confusion. Ce que je dis beaucoup plus simplement, c'est que, sur l'ABCD de l'égalité, tout ce qui est féminin est dévalorisé.
Par exemple, jouer à la poupée, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux jouer au ballon. Les filières dites féminines sont méprisables. Ce qui est intéressant, c'est les filières dites masculines, etc., etc. Donc, on est absolument dans l'anti-féminisme, dans l'anti-femme. L'idéal, c'est l'homme, et l'idéal, c'est que la femme soit un homme comme les autres. Moi, je regrette les métiers qu'on appelle du care. Si c'est ce que les filles préfèrent pour une partie, ce sont des très beaux métiers. Après, Dieu merci, elles sont libres aujourd'hui. Et elles doivent rester libres d'aller aussi vers les filières scientifiques. Mais c'est déjà le cas dans les filières scientifiques, vous avez 30% de filles. Si les goûts sont différents, on ne peut pas dire... Mais sur les propos qui sont tenus, sur la façon dont se déroulent ces réunions, vous n'êtes pas là pour faire peur non plus aux familles, aux parents, en leur disant faites attention, on parle d'homosexualité à vos enfants. Ça n'est pas mon propos. Vous avez entendu, ça n'est pas mon propos. Moi, ce que je fais, ce que nous faisons dans ces conférences, très simple, nous montrons les supports de l'ABCD de l'égalité, nous montrons les citations, nous passons des vidéos, à chacun de se faire sa propre idée. Et jamais nous n'avons évoqué ce que vous disiez, la promotion de l'homosexualité et tout. Le sujet, c'est bien, est-on dans un programme qui est vraiment pour l'égalité entre les sexes? L'égalité, c'est de reconnaître les différences. Si on est dans le déni des différences, et puis aussi des différences d'une personne à une autre, bien entendu, alors on ne peut pas être dans une véritable égalité. Je vais vous donner un autre exemple. Dans l'ABCD, il est demandé, dans la suite de ce programme, les enseignants, après avoir été formés, doivent s'auto-évaluer. Dans la grille d'auto-évaluation de l'Académie de Créteil, on lit ceci. Donc c'est l'enseignant qui s'interroge. Fais-je référence à mon identité sexuelle, à celle des élèves? En quoi cela pose-t-il problème de faire référence à l'école, au fait que oui, l'humanité est homme-femme, que moi je suis une femme, que vous êtes un homme, etc. En quoi cela pose-t-il problème? C'est quand même extraordinaire. Et puis, autre moyen pour soi-disant l'égalité, c'est déconstruire les stéréotypes de genre. Alors, on veut déconstruire auprès d'enfants, de jeunes enfants en cours de construction, et on parle de stéréotypes de genre, pas sexués, de genre déjà. Mais stéréotype, mais c'est très positif. C'est quoi un stéréotype? C'est l'expression, c'est ce qu'on perçoit de vous à travers votre masculinité ou féminité. Alors, il y a des stéréotypes, bien sûr, qu'il faut combattre, c'est-à-dire qu'il faut inviter et éduquer au respect. Poursuivez, je vais être obligé Mais de il y a bien des stéréotypes. Les stéréotypes sont également nécessaires pour savoir qui on est, pour qu'on sache qui est l'autre, et pour aussi que l'autre sache à qui il a affaire. Conférence, débat sur ce thème, en tout cas ce soir au Chesnay. Merci Ludovine de la Rochère d'être passée sur ce plateau avant de vous rendre au Chesnay. C'est à 20h30 ce soir dans les locaux de l'ancienne mairie. Merci à vous. On parle à nouveau du retour de Nicolas Sarkozy pour la suite de ce journal. Dans les Yvelines, il pourra notamment compter sur le soutien, je vous le disais, en titre d'Aurore Berger, conseillère municipale d'opposition à Mesnil-et-Hameaux, que l'on dit proche de l'ancien président. En revanche, la chef de file de l'UMP dans les Yvelines, Valérie Pécresse, est plus mesurée. Nicolas Sarkozy entend reprendre la tête de l'UMP lors de l'élection interne du 29 novembre et pourquoi pas de la France lors de la présidentielle de 2017. Un retour qui divise jusque dans les rangs de sa famille politique. Députée des Yvelines, ancienne ministre de l'Éducation, Valérie Pécresse estime qu'un temps de réflexion lui serait nécessaire avant d'accorder son soutien à l'ancien président de la République et d'ajouter lors d'un discours à la tribune ce week-end, nous avons besoin de renouvellement, de diversité et de féminisation. Pour son retour, Nicolas Sarkozy s'est en tout cas entouré de nouveaux visages et parmi eux Aurore Berger, conseillère municipale d'opposition à Mesnil-et-Hameaux. Elle avait fait campagne lors du dernier vote interne de l'UMP aux côtés de Valérie Pécresse, derrière François Fillon. Je vous rappelle, que Nicolas Sarkozy n'était pas candidat à l'époque où François Fillon l'était. Donc il fallait faire un choix à l'époque entre Jean-François Copé et François Fillon. Et mon choix s'était porté à ce moment-là pour François Fillon. Je suis quelqu'un de libre, avec une autonomie de pensée, de jugement, d'action. Et donc je fais mes propres choix. Et je ne me positionne pas par rapport aux autres. On est un certain nombre, notamment dans la jeune génération, à être plutôt proche de Nicolas Sarkozy, à avoir souhaité son retour et à travailler pour qu'il puisse revenir. Donc là, on est en train de se mettre en marche, de mettre l'équipe en marche. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, je vais le revoir cette semaine. Donc, je n'ai pas plus d'éléments à vous apporter, à part de vous dire que je suis enthousiaste à l'idée de faire cette campagne pour lui. Les élus locaux des Yvelines semblent aussi avoir apprécié les déclarations de Nicolas Sarkozy. Pierre Bédier, président du Conseil général, lui assure son soutien total. Tout comme le jeune maire UMP de Maurepas, Grégory Garestier, commentant en direct sur les réseaux sociaux son intervention sur France 2. Pour l'ancien député de la 11e circonscription et maire d'Elancourt, même enthousiasme sur Twitter. Jean-Michel Fourgous évoque expérience et renouveau. C'est un type brillant, certainement le meilleur d'entre nous d'ailleurs.
Je pense que l'on est le pire d'entre nous et je pense que Sarkozy, en classe politique de ce niveau-là, c'est le meilleur d'entre nous. Bon, maintenant, il a son caractère, on le sait, il a ses côtés agaçants, mais il a une énergie, un talent qui est hors norme, dont aujourd'hui on n'a pas besoin, on peut plus les moyens de se priver pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Bien sûr, il a une énergie exceptionnelle. On l'a revu, son énergie est intacte, on l'a bien vu sur le plateau. Et puis de toute façon, la France elle a besoin d'un leader, elle a besoin d'un vrai décideur. Je suis très content de son retour, surtout en plus que l'UMP, il y avait quand même un certain bazar. On va pas se le cacher. Donc voilà, on sent bien que bon, il y a un vrai patron qui est de retour. Prochaine étape pour Nicolas Sarkozy, un meeting de campagne dans le Pas-de-Calais jeudi soir, histoire d'occuper le plus possible l'espace médiatique face à ses opposants. Et que pensez-vous du retour de Nicolas Sarkozy? Si l'on en croit les sondages, moins d'un Français sur deux est convaincu de sa prestation dimanche soir. On vous écoute dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Sarkozy, même combat qu'avant, de toute façon, ça change rien de tout ce qu'il a pu raconter avant et maintenant, pareil. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était au pouvoir et 5 ans avec Chirac? Le chômage est toujours pareil. Hein. Non, je n'aime pas. Je pense que c'était pour le moins attendu. Donc c'est une confirmation de ce que tout le monde savait déjà. Je pense que pour la France, ça peut être une bonne solution compte tenu de la situation actuelle que l'on vit. Voilà. Je trouve que c'est une calamité. Pour quelle raison? Parce qu'on est en train de passer de la démocratie au système de l'homme providentiel. J'apprécie pas trop, mais bon, c'est son choix, il a le droit. Nous parlons à présent des journées du patrimoine revues et corrigées par les collectifs des Amis de la Revanche. Ils ont organisé une marche ce samedi sur les hauteurs de la colline d'Elancourt pour dénoncer ce projet de construction d'un ski-dôme. Cette piste de ski couverte, une quinzaine de personnes étaient présentes. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Une vue imprenable sur 50 ans en Yvelines, la clé de Saint-Pierre à Elancourt. Voilà ce que ces membres du collectif des Amis de la Revanche aimeraient conserver alors qu'un projet de piste de ski artificielle est à l'étude sur la colline. Une vieille idée d'avant le choc pétrolier, une vieille idée, on a un point culminant, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut rêver de faire du ski. Mais dans la réalité aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout une bonne idée. Il faut mettre les idées au goût du jour. C'est un projet qui a des gros inconvénients économiques. À chaque fois qu'il y a eu un ski-dôme quelque part, il a coulé, ça coûte trop cher en énergie. Alors on nous promet de l'emploi, mais ce n'est pas de l'emploi durable. Il y aura des petits emplois. Parmi les membres du collectif, Claude Stassinet, un Élancourtois de la première heure. En haut de la colline d'Elancourt, ce samedi, en écho aux Journées du patrimoine, il expose ce qu'était la colline à l'origine, une simple plaine qui a reçu les déchets et les dépôts de construction de la ville nouvelle. Le ski-dôme, c'est son nouveau combat. Le ski-dôme, d'abord, ça sera une balafre par rapport à la colline. Un hangar qui est à moins 5 degrés toute l'année, de 22 000 m², donc 2 hectares 2. Ça correspond à une consommation énergétique complètement fulgurante et c'est irrecevable, totalement irrecevable. Le collectif des Amis de la Revanche est né cet été après une réunion publique organisée par la ville d'Elancourt dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme en vue de rendre une partie de la commune constructible. Ce projet, pour l'heure, est porté par un promoteur hollandais qui pourrait investir près de 50 millions d'euros pour réaliser des pistes de ski artificielles de 100 à 320 mètres. Selon le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, interrogé par nos confrères du Figaro, le projet pourrait générer 200 emplois et attirer 300 000 visiteurs par an. Les membres du collectif restent, eux, mobilisés. Ils distribueront des tracts lors des marchés de la prochaine fête d'automne et préparent des actions surprises. Le collectif compte une cinquantaine d'adhérents et aurait collecté quelques 2000 signatures. À la Roche de Solutré. Longue vie à la colline. À la colline des Élancourtois. Les Journées du patrimoine, 31e édition, donc ce week-end, rarement accessible au public. C'est le château de la Verrière qui a ouvert ses portes. De la petite chapelle aux boiseries anciennes, les visiteurs ont découvert les secrets de cet établissement devenu propriété de la MGEN. Yolène Torres, Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Au fur et à mesure du temps, et qui aujourd'hui, tout ce qui est de l'intérieur, date du XXe siècle carrément. Donc vous allez voir tout ça. C'était l'une des nouveautés cette année lors des 31e Journées du patrimoine. Le château de la Verrière a ouvert ses portes au public. Débuté au XVIe siècle par la famille Séguier, la construction du château s'achève au XVIIe siècle, époque où les jardins auraient bénéficié de l'attention toute particulière du paysagiste de Louis XIV. On n'a pas de preuve d'attribution à l'une autre, mais il y a différents indices qui se rejoignent pour faire penser que ça serait tout à fait possible, la famille Séguier étant très puissante et très influente, que le nôtre ait travaillé à ce parc, à ce jardin.
Le bâtiment connaît ensuite plusieurs propriétaires avant d'être racheté en 1952 par la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale qui le transforme en hôpital psychiatrique. Autant d'histoires qui font de ce château un héritage intéressant. C'est probablement la première fois, autant que je puisse le savoir. Donc voilà, on avait envie de connaître un peu notre patrimoine local. Bon, la chapelle est surprenante, ben, ça c'est évident, puisqu'elle est quand même assez... c'est un peu une association d'un certain nombre de styles. Bon, elle est récente, mais effectivement, bon, c'est surprenant. C'est plutôt la cuisine ancienne, là, qui est assez typique certainement originale du château. Aujourd'hui, une partie de ces jardins est protégée au titre des monuments historiques et le château sert de centre de formation à la MGEN. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain aux mêmes heures. Bonne soirée.